Je vais démarrer en disant la chose suivante. Vous serez d'accord avec moi, je pense, pour considérer que quand on présente une recherche en sciences sociales, il y a plusieurs manières de procéder. Ça tient à la durée de l'exposé, ça tient à l'actualité du sujet, etc., accessoirement à l'état de forme de celui qui présente. Je voudrais, pour commencer, dire que ça tient également aux éléments que le chercheur lui-même souhaite mettre en avant. Il y a deux éléments, deux angles d'attaque que je souhaite mettre en avant, mettre en évidence dans cette conférence, dans cet exposé. Premier élément, qui figure un peu d'ailleurs dans le titre de ma communication, c'est l'idée que pendant longtemps, les artisans sont des gens qui sont hostiles à l'école. Et la question devient rapidement comment les artisans, même en étant moins nombreux, se sont-ils adaptés petit à petit à la place de plus en plus importante de l'école? Comment ils ont fait? Comment ils ont composé, avec en particulier la montée des diplômes? Je pense évidemment à la période des années 60 et la période ultérieure. Et donc une des questions qui m'a occupé dans cette recherche sur l'apprentissage artisanal, ça a été de réfléchir à cette dimension-là. La deuxième dimension, que j'ai retrouvée dans le mail qui a été adressé lundi matin à l'ensemble des personnes qui souhaitaient venir, c'est une dimension qui renvoie plus à l'actualité, c'est-à-dire cette promotion quasi continue qui est faite depuis maintenant une quinzaine d'années de l'apprentissage. L'apprentissage, pas seulement l'apprentissage artisanal, l'apprentissage également dans les grandes entreprises, constituerait un quasi préalable à l'insertion sur le marché du travail. Et donc désormais tout le monde, l'État, gouvernement de gauche comme de droite, les médias, les entreprises et même les écoles, l'université, valorisent d'une certaine manière l'apprentissage. Tout le monde donc serait d'accord pour accorder une place importante à l'apprentissage dans l'organisation des formations à venir. La question qui m'est venue à l'esprit en faisant cette enquête sur l'apprentissage artisanal, c'est comment en 30 ans on a pu passer d'un point de vue aussi défavorable à l'apprentissage à un point de vue aussi favorable. Donc ce sont un peu ces deux éléments, un élément plus spécifique au groupe artisanal et puis un élément plus large concernant la place de l'apprentissage qui ont guidé un peu ma réflexion. Cet exposé que je vais essayer de faire en tenant compte de l'horaire qui m'a été imparti, de la durée qui m'a été donnée, va porter sur une période révolue, à titre principal. Je vais d'abord parler de l'apprentissage artisanal sur la période de sa création, les années 20. Je m'expliquerai un peu plus précisément tout à l'heure, au début des années 70. J'expliquerai un peu comment tout ça s'est mis en place et comment cela a été progressivement contesté. Et puis je parlerai un peu moins longtemps, mais j'essaierai d'y consacrer un peu de temps, à la question de l'apprentissage dans la période contemporaine. Mais auparavant, je voudrais donner quelques éléments sur la manière dont j'ai conduit cette enquête. Depuis un certain temps maintenant, ça fait une petite dizaine d'années que j'ai entamé ce travail, que j'ai dû interrompre pour des raisons particulières, peu importe. La façon dont j'ai démarré cette enquête, c'est quelque chose d'un peu fortuit. Je m'explique. Je suis enseignant ici en sociologie et je donne depuis une dizaine d'années maintenant un cours d'archives en master. Et à cette occasion, j'organise chaque année une visite dans un lieu d'archives. Et régulièrement, il m'arrive d'aller aux archives départementales. Et en 2003-2004, je ne me souviens plus très bien, un de nos guides m'a signalé qu'un ancien inspecteur d'apprentissage artisanal avait déposé un fonds, comme le font un certain nombre de personnes, et que ce fonds était disponible et évidemment à la disposition des étudiants qui souhaiteraient travailler sur le sujet. Vous ne me croirez pas peut-être, mais j'ai passé l'information auprès des étudiants, mais c'est évidemment moi qui me suis emparé de ce fonds, qui est devenu le départ de cette enquête, et qui m'a permis de découvrir des choses que je ne connaissais absolument pas, dont je n'avais pas entendu parler, et une chose au sujet de laquelle j'avais à peu près rien lu. Je veux parler des cours de l'artisanat. Alors, les inspecteurs d'apprentissage artisanal, c'était encore plus inconnu, de moi en tout cas, mais de la plupart des choses que j'avais pu lire. Sur l'éducation, je précise évidemment que tout en étant sociologue et enseignant dans un département de sociologie, depuis le début de mon travail, depuis le début de ma carrière, je vais du côté de l'histoire. Voilà, je suis plutôt un historien, socio-historien de l'éducation, si vous voulez. Donc, tout de suite, j'ai repéré l'intérêt
que présentait ce fonds, et en particulier regarder comment, dans ce département, la Loire inférieure, c'est comme ça qu'elle s'appelle à l'époque, un certain nombre de cours avaient été créés, s'étaient développés, s'étaient stabilisés, etc. Cette enquête, j'ai évidemment voulu l'approfondir, ce fonds n'était pas nécessaire pour mener une recherche à part entière, et je suis allé voir la Chambre des métiers de Loire-Atlantique, dont le siège se trouve à Sainte-Luce, si je ne dis pas de bêtises, oui, ou à Carquefou. C'est Sainte-Luce, n'est-ce pas? Route de Carquefou. Sur la route de Paris, absolument, ce bâtiment un peu curieux, là, en forme de champignon. Et ils ont eu la gentillesse de me laisser l'accès à leurs archives. Et donc j'ai passé 3 mois, 4 mois, à examiner toutes les délibérations qui avaient été celles des artisans réunis dans la Chambre des métiers, à partir des années 20, et qui, pour une bonne part d'entre elles, traitait de la question de l'apprentissage. Très rapidement, cette question de la formation a été, j'allais dire, liée à la question de l'artisanat. Donc j'ai regardé tout ça jusqu'aux années 70. Et puis enfin, pour clore un petit peu cette présentation du travail d'enquête que j'ai effectué, je suis allé beaucoup aux archives départementales, où là j'ai été amené à essayer de comprendre comment ces cours de l'artisanat s'étaient développés, j'allais dire, en concurrence ou contre d'autres types d'établissements, et je pense en particulier aux établissements techniques. Pour être complètement clair, je pense en particulier au moins aux 2 sociologues qui se trouvent dans cette salle, pour être complètement clair, cette enquête n'a pas donné lieu à une campagne d'entretien. Les sociologues sont souvent connus pour faire des entretiens. Je n'ai pas fait d'entretien, quasiment pas, pour effectuer cette enquête. Toujours pour revenir sur le déroulement de cette enquête, avant d'exposer ses résultats, il faut que je dise que mon intérêt pour l'apprentissage artisanal, que j'ai déjà un peu expliqué il y a quelques minutes, n'avait rien à voir, j'insiste sur ce point, avec une volonté de défendre l'apprentissage artisanal. N'avait rien à voir non plus avec l'idée de condamner l'apprentissage artisanal. J'étais dans aucune de ces deux positions. En réalité, mon intérêt pour l'apprentissage artisanal, au-delà encore une fois des conditions particulières d'accès à la documentation, c'était de donner une suite à un travail que j'avais déjà effectué en thèse, qui avait consisté à étudier la politique scolaire de la ville de Nantes du 19e au milieu du 20e siècle. Et en particulier, enquête qui m'avait montré comment dans la région, les établissements de type professionnel et technique étaient nombreux, importants. Et comment cette préférence pour l'enseignement professionnel et technique avait perduré jusqu'à une période récente. On a fêté il n'y a pas très longtemps le 50e anniversaire de l'université, donc l'université date de 1962, mais depuis lors, en dépit de son développement important, etc., notamment dans les années 90, les études à l'université dans la région restent les parents pauvres des études supérieures. Les parents, les familles, les entrepreneurs, y compris le personnel politique local, a une préférence pour les formations courtes, BTS, IUT, etc. Et je voulais précisément regarder comment, dans ce contexte où l'enseignement professionnel avait une place importante, comment donc l'artisanat avait fait sa place, comment il s'était défini avec, contre les autres types de formations qui prenaient place dans cet environnement qui est l'environnement de Nantes, plus largement du département. Au fond, pour terminer cette présentation, je voulais m'intéresser, un peu comme le font certains historiens depuis quelques années, je voulais m'intéresser à un phénomène que je saisirais non pas à partir du niveau national, l'apprentissage artisanal en France, mais à partir d'une unité locale. J'avais travaillé sur une ville, là je voulais travailler sur un département, voire quelques départements. Et en particulier, ce que des géographes ont identifié au début des années 80, je les mentionne maintenant, je ne le ferai plus ensuite, Xavier Brouès et Paul Châtelain, ils avaient identifié ce qu'ils appelaient la France de l'apprentissage. Et ils identifiaient comme ça un certain nombre de départements, Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Indre-et-Loire, Vienne, etc. Ce qu'ils appellent la France du centre-ouest, cette France à l'intérieur de laquelle l'apprentissage artisanal occupe une place tout à fait importante jusqu'aux années 70. J'en viens maintenant à la présentation des résultats de ce travail, qui encore une fois est en cours, n'est pas tout à fait achevé. Une partie est écrite, une autre reste à écrire. Je voudrais dire deux choses pour
pour démarrer, encore une forme d'introduction, de préambule. Je voudrais donner trois éléments de définition sur ce qu'on entend par artisanat. Bon, beaucoup de choses ont été écrites, donc je vais faire court, mais peut-être dire d'abord qu'être artisan, c'est d'abord une histoire de définition. C'est être identifié comme tel, et en particulier être inscrit au répertoire des métiers. Voilà. Être artisan, c'est être inscrit au répertoire des métiers, et un des critères pour être inscrit au répertoire des métiers, notamment, c'est la taille de l'entreprise. Les artisans ont toujours été attachés au fait que leur entreprise ne devait pas dépasser une certaine taille, un certain nombre de salariés. Mais ce point n'a jamais été complètement clair. Longtemps, on a considéré qu'une entreprise artisanale ne l'était plus à partir de 10 salariés, mais il y a toujours eu des contestations au sein de l'artisanat sur ce point. Et une réforme récente prévoit, par exemple, que dans ce qu'on appelle un droit de suite, des entreprises artisanales déjà inscrites au répertoire des métiers, quand l'artisan cesse d'exercer mais que son fils reprend ou que quelqu'un d'autre reprend, l'entreprise peut rester artisanale alors même que le nombre de salariés atteint 50 voire 100 salariés. Donc, la définition de l'artisanat, c'est le premier point, a toujours été, encore une fois, discuté, problématique. L'autre élément également problématique, mais qui caractérise l'artisanat, c'est le fait de disposer d'une grande expérience, d'un grand savoir-faire. Là encore, ce point est délicat, car les artisans ne se sont jamais vraiment mis d'accord sur ce que ça voulait dire que d'avoir de l'expérience, que d'être compétent, que de pouvoir transmettre son savoir-faire. Un certain nombre de textes, de délibérations, ont débouché sur des propositions du type « pour être artisan, il faut avoir exercé pendant 6 ans », par exemple. Pour d'autres, être artisan, c'est pouvoir afficher les diplômes, mais précisément c'est un point sur lequel je vais revenir, les diplômes qui sont considérés comme importants par les artisans. Mais ces diplômes, quels sont-ils? Là encore, cette définition n'est pas nette, je vais y revenir. Les artisans ont souhaité mettre en avant leur propre mode de certification, l'examen de fin d'apprentissage artisanal, le FAA, le brevet de maîtrise, etc. et ont contesté longtemps les diplômes considérés comme des diplômes d'État, à savoir en particulier le CAP. Les artisans se sont montrés, c'est un paradoxe de l'histoire que je vais raconter, se sont montrés des adversaires durables du CAP, avant d'en devenir, dans la période la plus récente, les principaux défenseurs du CAP. J'essaierai d'expliquer tout à l'heure comment on peut comprendre un tout petit peu ce qui peut apparaître de prime abord comme une contradiction. Taille de l'entreprise, durée d'expérience. Troisième élément qui rend compliqué la présentation de l'artisanat et qui en même temps est constitutif de ce groupe, son caractère éminemment composite. À l'intérieur de l'artisanat, on trouve des spécialités extrêmement différentes et il est parfois difficile de trouver des points communs entre, par exemple, un coiffeur, un cordonnier, un photographe, un boucher ou un maçon. Autrement dit, un certain nombre de ces activités, de ces métiers, au cours du XXe siècle, vont connaître des formes de concentration plus ou moins importantes. Je pense en particulier à certains métiers du bâtiment, à certains métiers, de la métallurgie. Ça va être particulièrement vrai, et de la mécanique. Ces activités de la mécanique et de la métallurgie vont progressivement s'écarter de l'artisanat, tandis que d'autres vont rester tout le temps ambivalentes. C'est le cas, des métiers du bâtiment. Dans le bâtiment, vous avez des grosses entreprises, quelques grosses entreprises, mais beaucoup de petites, qui sont des entreprises artisanales. Et puis enfin, si des entreprises comme les entreprises du bâtiment restent dans une espèce d'entre-deux, d'autres vont rester durablement petites. Je pense bien sûr aux métiers de l'alimentation. Autrement dit, la question de la définition de l'artisanat est fluctuante tout au long du XXe siècle. J'en veux pour preuve les travaux récents. Je veux mentionner ici la thèse de Caroline Mazot, qui a été soutenue il n'y a pas très longtemps à l'Université de Nantes, en 2009, qui porte précisément sur le renouvellement du groupe des artisans, en montrant que ces gens qui constituent ce groupe sont sans arrêt entre la défense du métier et le fait de devenir des chefs d'entreprise modernes, avec des compétences en gestion, en marketing, etc.
Je prends un peu de temps, j'ai conscience de cela, pour donner tous ces éléments qui précèdent les résultats. Mais je voudrais encore dire une chose, qui est que l'apprentissage artisanal, dont je vais parler, dont je parle déjà, cet apprentissage artisanal n'a pas été créé, au fond, ex nihilo au début des années 20. En réalité, un certain nombre de cours professionnels existent depuis la fin du XIXe siècle et ont la prétention de préparer un certain nombre de jeunes à exercer les métiers de l'artisanat. Ces cours sont à mettre à l'initiative des villes, des syndicats de métiers, mais également d'un certain nombre d'associations, l'association polytechnique nantaise, la société industrielle, les compagnons du devoir, etc. etc. Ces cours présentent la particularité de ne pas distinguer très clairement le public auquel ils s'adressent. Autrement dit, on trouve des élèves qui viennent de sortir de l'école, qui ne sont pas vraiment encore des travailleurs. On trouve des jeunes travailleurs, mais qui n'ont pas le statut d'apprenti. On trouve des apprentis, etc. Bref, on a là un certain nombre de cours qui vont être un petit peu mis en forme dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi Astier, une loi de 1919, qui prévoit donc que tous les jeunes qui ne sont plus scolarisés et qui ont entre 13 et 18 ans sont tenus de suivre des cours professionnels à raison, en gros, de 4 heures par semaine. Comment donc, après tous ces éléments préalables, comment l'apprentissage artisanal s'est-il constitué? Comment ça s'est passé et comment en particulier ça s'est passé localement? Puisque je le rappelle, une de mes préoccupations, c'était de raconter un peu comment cet apprentissage s'était développé à partir d'un territoire particulier, le territoire de la Loire inférieure jusqu'en 57-58. Trois éléments permettent de comprendre cette évolution en gros au milieu des années 20. Premier élément, il y a un mouvement. Il y a ce qu'on va appeler le mouvement artisanal qui se développe au milieu des années 20, qui oppose les petits et les gros. Et ce mouvement se propose de réunir des gens qui ne sont pas des industriels, qui ne sont pas des commerçants et qui ne sont pas des salariés. Ce mouvement est porté par l'État, notamment un monsieur qui s'appelle Clémentel, qu'on considère comme le père de l'artisanat, qui considère après-guerre qu'en fait il faudrait créer une espèce de catégorie tampon entre les salariés dont on craint qu'ils ne deviennent des adeptes trop virulents des idées socialistes, et de l'autre côté des gens qui seraient trop enclins à tirer profit de leur activité en s'éloignant des valeurs du travail. Donc cette catégorie tampon trouve un écho chez les artisans qui souhaitent également voir reconnue leur situation particulière, notamment par rapport aux industriels, et disposer, c'est une de leurs premières revendications, disposer d'un statut fiscal, puisque leur affaire c'est aussi une histoire d'impôt. Donc, avec le soutien d'une partie du personnel politique de l'État, un premier texte est voté, c'est la création des chambres de métiers, c'est la loi Courtier de 1925. Et cette loi, elle fait l'objet de discussions assez vives, puisque précisément les industriels sont hostiles à l'idée que les artisanats se constituent en groupe autonome. Pour information, je peux vous indiquer que le premier responsable du mouvement artisanal au niveau national, qu'on appelait la Confédération Générale de l'Artisanat Français, la CGAF, ce premier responsable était un artisan de la chaussure. Ces chambres de métiers sont donc constituées, le mouvement artisanal est reconnu, on attribue aux chambres de métiers la responsabilité d'organiser l'artisanat. Et très rapidement, c'est évident dès les premières discussions qui précèdent le vote de cette loi, on confie à ces institutions la responsabilité de l'apprentissage. On considère que ça va être une de leurs missions principales. Ces chambres de métiers ne sont pas constituées immédiatement en 1925. Il faut attendre 4 ans, 5 ans pour que les premières s'ouvrent. Je crois que c'est en Haute-Saône, je crois que la première est créée, à vérifier. Mais pas dans ce coin-là de la France. Celle de Loire-Inférieure est créée rapidement. C'est la 4e à être créée par un monsieur, à l'initiative d'un monsieur qui est fabricant de parapluies, monsieur Criqui. Et donc, on a ici
un environnement plutôt favorable rapidement à ce que l'artisanat soit organisé. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui va aider à cette arrivée de l'apprentissage artisanal, c'est le fait que l'enseignement technique se développe dans l'entre-deux-guerres. Les écoles techniques se développent. Alors, elles prennent le nom, ce sont les ancêtres des collèges techniques, ça s'appelle les écoles pratiques de commerce et d'industrie en particulier, mais on trouverait également des écoles primaires supérieures. Et ces écoles, à partir des années 20, sont d'une certaine manière l'objet, non pas d'une prise en main plus forte, mais d'une volonté plus claire du ministère, et en particulier de sa direction de l'enseignement technique, de développer des diplômes, et en particulier de standardiser un peu ce diplôme qui a été créé en 1919, qui s'appelle le CAP. C'est dans ces écoles qu'on prépare ce diplôme. Le CAP est donc en train de devenir, alors il y a un certain Edmond Labbé notamment, après on aura Hippolyte Luc, etc. Ce sont les directeurs de l'enseignement technique. Le CAP donc est en train de devenir un diplôme scolaire, préparé principalement à l'école. Cette évolution du CAP contrarie immédiatement les artisans. Au début, ils ne sont pas défavorables, mais très vite, ils se rendent compte que leurs apprentis ont de très mauvais résultats au CAP. Et donc, ils s'en écartent et vont très rapidement revendiquer l'existence d'un mode de certification distinct de celui de l'éducation nationale. Le troisième élément qui va être décisif dans cette période de l'entre-deux-guerres, c'est que les distinctions entre les petites et les grosses entreprises deviennent un peu plus évidentes. On peut dire que la grande industrie se constitue progressivement au fur et à mesure du XXe siècle et que cela amène progressivement le patronat à exprimer des positions différentes par rapport à la question de la formation. Pour faire simple et rapide, les entreprises donc de mécanique, métallurgie, construction navale, etc., deviennent rapidement des soutiens objectifs de la politique du ministère. En gros, il faut développer des CAP à l'école. A l'inverse, les professions du bâtiment, comme je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, restent dans une espèce d'entre-deux et voudraient bien organiser la chose, mais se rendent compte que ça ne marche pas bien pour leurs apprentis. Et puis enfin, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels cette idée même de certification est absolument sans objet. Et ces métiers-là, encore une fois, les métiers de bouche, l'alimentation, etc., considèrent que des cours professionnels doivent suffire. Et l'idée même qu'il faudrait à tout prix avoir un titre pour devenir artisan et exercer comme tel ne leur semble pas évidente. Cet ensemble d'éléments, j'allais dire, débouche sur ce qu'on appelle la charte de l'apprentissage artisanal, la charte de l'apprentissage artisanal, qui est la loi Walter-Paulin, du nom de deux députés. La loi Walter-Paulin, donc, qui est votée en 1937, et qui dispose donc dans son article 1 que la formation des artisans doit se faire dans l'atelier. C'est d'abord une préparation qui doit se faire dans l'atelier, auprès du maître, et doit être complétée par des cours professionnels. Cette loi prévoit également que soient mis en place un certain nombre de règlements d'apprentissage. L'idée, c'est de fixer un peu les droits des apprentis et des maîtres d'apprentissage, notamment dans quelle mesure les uns et les autres doivent-ils se soumettre à la logique du contrat, le fait de signer un contrat, mais aussi de respecter les termes de ce contrat, ce qui est loin d'être le cas à cette période. Cette loi Walter-Paulin prévoit également que soient organisés un certain nombre d'examens. La question du diplôme est plus compliquée. Il faut que cet apprentissage s'achève par un examen, qui est l'examen de fin d'apprentissage artisanal, mais qui n'est pas considéré comme un diplôme. Les artisans considérant qu'on ne peut pas attribuer la qualité d'artisan à partir d'un diplôme. C'est seulement l'expérience, 2 ans après cet examen, qui permettra de décerner le titre de compagnon. Cette loi Walter-Paulin, en fait, s'appuie sur le cadre qui était le cadre de la loi Astier, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire des heures de cours hebdomadaires, en petit nombre, 4 heures, sur une
sur une période donc de 3 ans. Cette loi Walter-Paulin, concrètement, reconnaît aux artisans le droit de former des jeunes à l'écart des écoles techniques et peut-être même, on pourrait dire, un peu contre ces écoles techniques. Le travail sur archives, que ce soit les archives de la Chambre des métiers, que ce soit le fonds que j'ai examiné là, aux archives départementales, bref, ces différents documents m'ont permis de voir que dans cette région, l'apprentissage artisanal va assez rapidement se développer. Il va se développer de manière un peu bizarre. Ça va être la ville contre les campagnes, ou plutôt les campagnes contre la ville. Dans les villes, ce sont d'abord les cours industriels qui continuent d'être développés dans le cadre des écoles techniques. Et les artisans sont un petit peu tenus à l'écart de ces cours, de l'organisation de ces écoles. Ils s'en plaignent régulièrement. Et donc, ils vont considérer que le meilleur moyen pour eux de se développer, ça va être de couvrir le territoire des campagnes. Et donc, progressivement, sous l'impulsion de quelqu'un d'assez actif, des cours cantonaux sont créés sur l'ensemble du département et prennent rapidement une importance significative. C'est-à-dire, en gros, juste après la Deuxième Guerre mondiale, on a déjà 2000 apprentis de l'artisanat, ce qui n'est pas rien. Ce qui est intéressant dans la constitution de cet apprentissage artisanal, c'est que c'est une formule évidemment assez légère. Encore une fois, 4 heures de cours par semaine. Et ces cours, j'allais dire, sont effectués avec les moyens du bord. On fait appel aux instituteurs dans les campagnes et on leur dit, vous ne pourriez pas leur donner un peu de leçons de français et de maths le jeudi matin quand les locaux ne sont pas occupés. Donc très clairement, on profite un peu des espaces qui existent dans les locaux scolaires, on profite un peu de la disponibilité des instituteurs. Et puis sinon, pour les cours techniques, on fait appel à des professionnels itinérants, des gens qui vont donner des cours notamment de dessin, un peu de comptabilité. Et puis, comme on n'a pas de locaux en propre, eh bien, les artisans décident de construire des camions qui sont l'occasion pour eux de faire des démonstrations, aussi bien pour des cours de garçons que pour des cours de filles. La question de la progressivité de ces apprentissages, et notamment des cours, est une question qui n'est pas réglée non plus. Il n'y a pas de manuel, il n'y a aucune forme un peu aboutie de progression qui a été prévue par les apprentis. Mais malgré tout cela, les chambres de métiers, notamment celle de Loire-Inférieure, accordent une importance croissante à cette question de l'apprentissage, mobilisent des moyens, développent ses services, recrutent des inspecteurs d'apprentissage artisanal et cités en exemple au niveau national. Bref, l'apprentissage artisanal, c'est bien dans l'Ouest, notamment en Loire-Inférieure. C'est également le cas en Mayenne, également le cas en Vendée. Pour donner une idée de l'importance de cet apprentissage artisanal, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 2000 à la fin de la guerre, eh bien ce chiffre ne va cesser de progresser. Il y en a 5000 au milieu des années 60. C'est même l'effectif le plus important jamais atteint, 1966 très précisément, ce qui laisse à penser, encore une fois, que la question de l'apprentissage artisanal ne doit pas être ramenée à cette période des années 50, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire de France, le mouvement Poujade, l'opposition au développement de la grande industrie, etc. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, et ce développement va au-delà de cette période, au cours de laquelle, encore une fois, il y a eu un peu de mouvement politique, y compris politique, autour de cette défense de l'apprentissage. Donc 5000 apprentis artisanaux dans le département au milieu des années 60. Et j'ai retrouvé une statistique qui est intéressante de ce point de vue, qui montre que, au niveau de la France métropolitaine, en 68, donc la fameuse année mouvement que vous connaissez, en 68, en France, on a un apprenti de l'artisanat pour 2 élèves de collège d'enseignement technique, CET à l'époque. Si on regarde la situation dans ce département, Loire-Atlantique, c'est vrai également du département tout proche, qui est le Maine-et-Loire, c'est 1 pour 1. Un apprenti de l'artisanat pour un élève en collège technique. Et si on regarde des départements comme ceux de l'Indre-et-Loire ou du Loir-et-Cher, c'est 2 apprentis de l'artisanat pour un élève
de collèges techniques. Donc là, j'espère, avec ces quelques chiffres simples, illustrer correctement le fait que l'apprentissage artisanal occupe une place dans cette région tout à fait importante et a sans doute constitué pour ses promoteurs un moyen d'éviter l'exode rural. Une bonne partie de ceux qui soutiennent l'apprentissage artisanal sont des gens pas toujours conservateurs. Ils le sont souvent, notamment dans les départements de Vendée, de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, mais pas systématiquement. Il y a bien sûr le rôle de l'Église, qui a été capital aussi dans ce soutien, là encore dans ces mêmes départements, mais ça ne vaut pas partout. Ça ne vaut pas dans l'Indre, dans l'Indre-et-Loire, par exemple, qui sont des départements qui ont été déchristianisés bien plus tôt que ces départements de l'Ouest que sont Maine-et-Loire, Vendée, etc. Loire-Atlantique. Je continue cette évocation de cet apprentissage artisanal en évoquant deux points qui vont être centraux dans le discours des artisans au cours de cette période, des années 50 et des années 60. Le premier point, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est cette question du diplôme. Les artisans, encore une fois, ne veulent pas du CAP. Pour eux, le CAP, c'est renoncer à la particularité des métiers, vouloir tout unifier. Alors que du point de vue des artisans, c'est aux artisans eux-mêmes et à eux seuls de définir le temps nécessaire à l'apprentissage d'un métier. Ils sont d'autant plus embêtés, les artisans, que le mouvement que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant un mouvement qui démarre dans l'entre-deux-guerres se précise dans l'après-guerre. La première définition nationale du CAP, car il y avait encore beaucoup de CAP locaux jusqu'alors, la première définition nationale intervient en 1953. Et progressivement, cette définition nationale s'impose à tous. Les artisans disent « comment allons-nous faire ?» Il faut à tout prix que nous maintenions notre autonomie, il faut à tout prix que nous gardions la mainmise sur nos formations, il faut à tout prix que les jeunes ne se forment pas d'abord à l'école, mais d'abord à l'atelier. Donc il y a une espèce de lutte qui est engagée, avec le soutien d'un certain nombre de parlementaires, de centre droit notamment. Je pense à mademoiselle Dienesch, qui est députée des Côtes-du-Nord. Donc un mouvement qui prend forme dans ces années 50, qui vise donc à faire reconnaître l'examen de fin d'apprentissage artisanal comme étant l'équivalent du CAP. Les artisans militent auprès des autorités pour qu'il y ait une véritable équivalence qui soit faite. Cette équivalence ne sera jamais reconnue. On peut dire que c'est une partie de l'échec des artisans. À partir des années 50, ils vont devoir progressivement se résoudre au fait que leur examen de fin d'apprentissage artisanal n'est pas reconnu sur le marché du travail quand le CAP est reconnu sur le marché du travail. Mais pour information, là les archives parlent d'elles-mêmes, les derniers EFA, les derniers examens de fin d'apprentissage artisanal, ne sont supprimés qu'au début des années 70. Donc il y a une espèce d'inertie qui fait encore une fois que les artisans vont résister et durablement à cette imposition de la norme scolaire. Le deuxième élément qui structure le discours artisanal dans cette période, c'est la question de l'argent. Les artisans sont assez attachés à leur indépendance, mais considèrent surtout que la formation qui est donnée dans ce qu'on va appeler les centres d'apprentissage, qui deviendront des lycées d'enseignement professionnel, cette formation, elle n'est pas bonne et elle coûte beaucoup trop cher à la collectivité. Des évaluations sont faites qui indiquent qu'un apprenti de l'artisanat coûterait 20 fois moins cher à la collectivité qu'un élève scolarisé dans un centre d'apprentissage. Donc, les artisans disent, mais comment se fait-il que nos formations ne soient pas davantage soutenues, en particulier par l'État, puisqu'elles donnent de meilleurs résultats à moins cher? Leur référence aux artisans, c'est encore toujours dans cette relation au modèle scolaire que j'ai indiqué en introduction. Leur référence, encore une fois, ce n'est pas celle du CAP, c'est cette chose qu'on voit encore aujourd'hui quand on lit la presse, c'est les concours des métiers. Ce qui plaît aux artisans, ce n'est pas le CAP, c'est les concours artisanaux, les concours nationaux de l'artisanat, etc. Où, évidemment, ils ont toujours d'excellents résultats. C'est le cas en particulier de la Chambre de métier, des apprentis de la Chambre de métier de Loire-Atlantique,
Ils sont toujours premiers ou deuxièmes des années 50 aux années 70. Toujours sur le podium. Premier, deuxième le plus souvent, et parfois troisième. Les artisans vont s'appuyer sur cet argument d'une certaine manière pour obtenir de l'État qu'il les reconnaisse davantage. Et là, va se jouer un jeu un peu intéressant et un peu curieux, qui est que, de fait, l'État va accepter de donner des subventions pour financer les cours de l'artisanat. Ces subventions sont même conséquentes et couvrent plus de la moitié des dépenses et permettent aux artisans de revendiquer le rôle qu'ils jouent en matière de formation. Là où c'est un peu ambigu, c'est qu'en fait, l'État, d'une certaine manière, trouve auprès des artisans une espèce de moyen de réaliser une partie de ses objectifs sans y parvenir tout à fait. Je m'explique. L'État a prévu, au terme notamment d'une organisation qui s'appelle le Plan, de développer à grande échelle les collèges techniques, les lycées d'enseignement professionnel. Bref, il faut que la formation professionnelle passe par l'école. C'est ce que les historiens, Antoine Prot le premier, ont appelé la scolarisation des apprentissages. C'est ça l'objectif. Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. L'État n'a pas les moyens. Donc, il s'appuie, là où l'apprentissage artisanal est un peu développé, il s'appuie sur ce qui existe déjà pour, d'une certaine manière, donner quand même une formation à des jeunes gens quand ceux-ci ne peuvent pas être accueillis dans les collèges techniques. Un rapport de 62, par exemple, établit que dans ces établissements techniques, il manque entre 80 000 et 100 000 places. Ces établissements recrutent sur concours. Par conséquent, une partie de ces candidats sont refusés. Donc, l'apprentissage artisanal va, d'une certaine manière, jouer cette espèce d'amortisseur par rapport à une politique qui ne peut pas complètement être réalisée, atteinte, des objectifs qui ne peuvent pas être complètement être atteints en matière de scolarisation. En d'autres termes, au début des années 60, c'est chaque année 15 à 20 000 nouveaux apprentis de l'artisanat qui sont enregistrés, au point donc que, milieu des années 60, 66, l'apprentissage artisanal accueille, s'occupe de 200 000 jeunes. L'effectif le plus élevé jamais atteint. Après avoir donné un certain nombre d'éléments sur cet âge d'or de l'apprentissage artisanal, je voudrais évoquer maintenant la période suivante, c'est-à-dire la fin de la période des années 60, et dire comment l'apprentissage artisanal va être l'objet de critiques féroces et être remis en cause au point qu'un certain nombre d'observateurs et même des personnes qui sont partie prenante dans son organisation craignent son abandon définitif. Quels sont les éléments qui permettent de comprendre cette disgrâce dans laquelle se trouve plongé l'apprentissage artisanal à la fin des années 60 ? Disgrâce d'autant plus étonnante que, un point que je n'ai pas évoqué, au cours de cette période, que j'appelle un peu l'âge d'or, l'apprentissage artisanal, encore une fois, s'est stabilisé. Ils ont construit de nouveaux bâtiments, ils ont fait appel à des professeurs en plus grand nombre, leurs services d'apprentissage se sont un peu autonomisés, etc. Bon, bref, le système, d'une certaine manière, a pris un peu d'importance, d'autonomie, est devenu plus légitime. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin des années 60, ce modèle est remis en cause? Là encore, trois éléments. Premier élément, l'État décide en gros d'abandonner l'artisanat, ou plutôt lui fait une place vraiment de plus en plus réduite dans ses objectifs de développement économique. Encore une fois, si on se réfère au plan, un observateur note que sur un rapport de plus de 80 pages, il y a 3 lignes sur les artisans. 3 lignes. L'artisanat est en train de disparaître, ce n'est pas une priorité. Et puis surtout, l'État veut véritablement réaliser l'objectif qui s'est fixé avec ce qu'on appelle l'ordonnance Berthoin de 1959, c'est-à-dire que tous les enfants aillent à l'école jusqu'à 16 ans. D'accord ? Alors, la mesure n'est pas prévue pour être effective immédiatement, ça ne s'appliquera qu'aux enfants nés à partir de 53. 53 plus 14 égale 67. C'est à la fin des années 60 que va véritablement se réaliser cette scolarisation de tous les enfants jusqu'à 16 ans.
ce projet de l'État va contre les artisans, qui s'arc-boutent. Ils ne veulent pas prendre des apprentis à 16 ans. Trop tard. C'est trop tard. Ils auront des revendications salariales, notamment, trop élevées. Pour utiliser les expressions qu'eux-mêmes utilisent, c'est plus difficile de botter le derrière d'un apprenti, quand il a 16 ans que quand il en a 14. Donc, ils sont vraiment hostiles, mais ils sont en train de perdre. Ils sont d'autant plus en train de perdre que leur public, les enfants, les familles qui venaient jusqu'alors en apprentissage, commencent à douter. Les familles se convertissent petit à petit à l'idée que leurs enfants vont devoir aller à l'école plus longtemps. Et ça, c'est vrai également dans ces terres de l'apprentissage artisanal, les départements que j'ai mentionnés tout à l'heure. Oh, ils sont toujours dans la dernière moitié, dans la deuxième moitié, voire dans le dernier quart. Les taux d'accès en 6e restent durablement très faibles dans ces régions. Mais il y a un rattrapage qui s'effectue petit à petit et qui atteste que ce modèle de l'apprentissage artisanal est sans doute en train de péricliter. Deuxièmement, c'est ce qui figurait un peu dans les premières lignes du résumé que j'ai transmis. Deuxièmement, l'apprentissage artisanal apparaît dans la deuxième moitié des années 60 comme en décalage. En décalage par rapport aux nouvelles aspirations de la société française et en particulier de sa jeunesse. La jeunesse découvre les loisirs, découvre les sorties, la mise au travail est un peu plus tardive. Bref, dans ces conditions, se former, entrer dans l'âge adulte sous la tutelle d'un maître d'apprentissage n'apparaît pas comme étant le meilleur moyen de s'épanouir, de s'émanciper, etc., de gagner, de prendre son autonomie. Donc, petit à petit, c'est pas vrai tout de suite, mais petit à petit, les chambres de métier, les artisans sont l'objet de campagnes de presse assez virulentes qui présentent l'apprentissage artisanal comme la filière du pauvre. Je cite le titre d'un article du Monde du 6 juillet 1977. Les artisans sont présentés comme une structure patronale abusive, l'apprentissage comme le lieu d'exploitation des jeunes, en particulier dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, mais également dans les métiers du bâtiment, conditions sont pénibles. Ce modèle de l'apprentissage artisanal considère qu'il isole exagérément les apprentis dans leur entreprise, sur leur lieu d'apprentissage, et ne leur permet pas de défendre leurs droits. Un haut fonctionnaire, en 1969, dit « L'apprentissage artisanal, c'est une formation au rabais, qui débouche rarement sur un diplôme, ne permet pas la formation continue, grave danger d'exploitation des jeunes, peu de garanties de la part de l'employeur. » Bref, un ensemble d'éléments indique que une partie de l'opinion, on va dire, est contre le maintien de cet apprentissage artisanal. Alors évidemment, il y a des gens dans les chambres de métier, y compris les inspecteurs, qui essaient de défendre cette idée, en gros, qui s'inquiètent de cette prise du pouvoir des intellectuels. Ils considèrent que les intellectuels n'ont rien compris et qu'ils font quelque chose de tout à fait sérieux, etc. Que ces campagnes de presse se trompent et qu'au contraire, l'apprentissage artisanal a été un moyen progressivement de permettre à ces jeunes de se réaliser, peut-être un peu en dehors de l'école, mais pas complètement contre elle, etc. Bon. Mais c'est évidemment un élément qui est très défavorable à l'apprentissage artisanal. Troisième élément, et qui là est plus décisif sans doute, c'est que cette formule de l'apprentissage artisanal, elle est l'objet de critiques au sein même des chambres de métier, au sein même de la catégorie des artisans. C'est repérable à un ou deux éléments. Premier élément, les enfants des artisans ne reprennent pas l'entreprise du père. Et ces enfants d'artisans sont envoyés de plus en plus souvent, non pas en apprentissage, mais dans les lycées techniques, chez les concurrents. Premier élément. Deuxième élément, plus important encore que le premier, c'est le fait que le développement de l'école, progressivement, prive les artisans des bons élèves. L'orientation vers l'apprentissage artisanal devient, à titre principal, une orientation en raison de l'échec scolaire. À tel point que les observateurs se disent
Bon, ça ne nous gênait pas trop jusqu'alors de recruter des apprentis dont la moitié seulement avait le certificat d'études. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'ils n'aient pas le certificat d'études, tant pis. Faut qu'ils sachent compter un peu, la règle de 3, etc. Mais bon, c'est pas grave. Mais là, c'est jusqu'à 70% de ceux qui rentrent en apprentissage à partir de cette période qui n'ont pas le certificat d'études primaires. En gros, certains d'entre eux sont présentés comme des quasi-illettrés et qui sont peu en mesure d'apprendre le métier. À tel point que les chambres de métiers se disent mais quel est notre travail? Est-ce que c'est d'accomplir des bonnes œuvres en prenant des gens dont personne ne veut, ou est-ce que c'est au contraire de les former à la maîtrise d'un métier? Et donc, dans ces conditions, certains de ces artisans, certains des directeurs, responsables de chambres de métiers disent vraisemblablement, il va sans doute falloir abandonner ce qui constituait notre précaré, notre domaine spécifique. Il va falloir abandonner cette loi Walter-Paulin qui constituait la charte de l'apprentissage artisanal. C'est effectivement ce qui se passe en 1971. C'est la loi sur l'apprentissage qui prévoit de supprimer les cours de l'artisanat et qui prévoit de, en gros, scolariser l'apprentissage, alors sous une forme différente de celle des lycées professionnels, c'est la généralisation des CFA, les centres de formation des apprentis, qui donc prévoit que le nombre d'heures minimum pour un apprenti passe de 150 à 360 heures par an minimum. Donc en gros, il faut qu'un apprenti passe une semaine sur 3 à l'école, ce qui est beaucoup plus que la période, que ce qui était la formation scolaire dans la période antérieure. Je voudrais continuer en disant, essayant de comprendre et d'expliquer, et je m'approche de la fin de mon exposé pour respecter l'horaire, je voudrais essayer d'expliquer maintenant qu'est-ce qui fait, au fond, comment, comme je l'ai dit en introduction, comment après avoir été défendu, comment après avoir été remis en cause, cet enseignement, cet apprentissage artisanal a réussi à se maintenir. En gros, au milieu des années 70, toute catégorie d'apprentis confondus, je veux parler des apprentis de l'industrie, des apprentis de l'artisanat. Pourquoi je donne ce chiffre? Parce que c'est difficile de produire des chiffres sur l'apprentissage artisanal au niveau national. Mais toujours est-il qu'au milieu des années 70, il n'y a plus que 175 000 apprentis. J'ai dit tout à l'heure qu'au milieu des années 60, il y avait 200 000 apprentis pour l'artisanat seul. C'est la dégringolade. Alors qu'à l'inverse, la formation professionnelle en école, en lycée professionnel, avoisine les 700 000 élèves. Comment a-t-il pu résister cet apprentissage? Comment n'a-t-il pas disparu? 2 éléments d'abord, avant d'évoquer les suivants. Premier élément, l'apprentissage artisanal a résisté là où il était déjà bien implanté. Là où il avait des défenseurs, il a continué d'avoir des défenseurs, notamment dans le personnel politique. Alors on pourrait évoquer un certain nombre de ces gens. Jean Royer, par exemple, le maire de Tours, défenseur de l'apprentissage artisanal, il n'avait pas beaucoup aimé 68 et considérait que pour remettre les jeunes au travail, l'apprentissage artisanal, c'était pas mal. Maurice Ligaud, le maire de Cholet, voilà quelqu'un qui est également très favorable au maintien de l'apprentissage artisanal. Bref, cette formule continue à disposer de relais dans les terres où il était déjà bien implanté. Deuxième élément, il y a un certain nombre de métiers qui n'ont jamais considéré que l'apprentissage artisanal pouvait être mis en cause. La coiffure, les métiers de l'alimentation, les métiers d'art, bien sûr, et puis, encore une fois, quelques métiers du bâtiment. Ce point est vraisemblablement essentiel et serait sans doute à travailler encore. Je n'ai pas tout à fait achevé cette recherche et il me reste à regarder comment précisément les effectifs ont évolué au cours de ces années 70 dans ces fameuses terres de l'apprentissage. Mais je voudrais évoquer maintenant d'autres éléments qui ont sûrement été déterminants dans le maintien de l'apprentissage. D'abord, c'est le fait que l'enseignement professionnel scolaire, les lycées, était, je l'ai dit il y a quelques minutes, sélectif jusqu'alors. Progressivement, il devient lui-même une filière de relégation,
un endroit où on accueille des mauvais élèves. Et de ce point de vue, cette formation en lycée est considérée comme inutile pour entrer sur le marché du travail. Cette formule est considérée comme une fabrique à chômeurs. Et donc, là où les stages, là où la formule de l'alternance, bref, là où la présence des jeunes dans les entreprises était jusqu'alors critiquée, considérée comme inefficace, soumettant l'apprenti, etc., à l'autorité exagérée de son maître d'apprentissage, bref, cette position est complètement revue et on se met, à partir des années 80, milieu des années 80, à croire à nouveau aux vertus de l'entreprise formatrice. Et il y a même un certain nombre de dispositions, je pense à la loi Seguin de 1987, qui prévoit que la palette des diplômes préparés en apprentissage va devenir de plus en plus importante. On peut préparer le bac en apprentissage, le BTS en apprentissage, bientôt le master en apprentissage, etc. Alors encore une fois, ça ne concerne pas que les métiers de l'artisanat, mais les métiers de l'artisanat vont également bénéficier de ces dispositions, puisque là où encore une fois l'apprentissage artisanal était moribond dans les années 70, il va reconquérir petit à petit un public à partir des années 90. Aujourd'hui, l'apprentissage, encore une fois, industrie plus artisanat confondu, c'est 400 000 personnes, dont la moitié, en gros, sont des apprentis de l'artisanat, donc 200 000. On retrouve aujourd'hui l'effectif d'apprentis de l'artisanat qu'on avait au milieu des années 60. Alors évidemment, ce mouvement de développement de l'apprentissage, il n'est pas sans ambiguïté, encore une fois, aussi bien dans l'industrie que dans l'artisanat. Et là, je voudrais m'appuyer non pas sur mon enquête, sur mes travaux, mais sur ceux d'un collègue qui a beaucoup publié là-dessus, c'est Gilles Moreau, qui a enseigné pendant des années ici, avant de rejoindre l'université de Poitiers il y a quelque temps. Deux, trois choses. D'abord, cet apprentissage, aujourd'hui, c'est, comme dirait Moreau, c'est blanc, pas d'immigrés. Le recrutement se fait presque exclusivement dans la population blanche, masculine bien entendu. Très peu de filles sont recrutées comme apprentis. Autre élément caractéristique de ce renouveau de l'apprentissage, mais de ses ambiguïtés également, l'inscription en apprentissage n'est pas automatique. Il faut évidemment que l'apprenti trouve un maître d'apprentissage, ce qui est loin d'aller de soi. Il faut également que les entreprises se montrent désireuses de recruter des apprentis. Et là, les pouvoirs publics, qui ne cessent de vanter les mérites de l'apprentissage, sont confrontés à un problème. C'est-à-dire, comme disait l'historien que je mentionnais tout à l'heure, Antoine Pro, dans une émission récente, il disait, le problème c'est que ce ne sont pas les ministres de l'Éducation nationale qui signent des contrats d'apprentissage, ce sont les entreprises. À partir du moment où on ne les y oblige pas, relancer l'apprentissage relève un peu du vœu pieux, ne peut constituer qu'une alternative à la marge aux difficultés d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Moreau ajoute que, évidemment, un certain nombre de ces apprentis, la fameuse voie qui serait considérée comme la panacée désormais pour accéder au marché du travail, une partie de ces jeunes abandonnent leur apprentissage en cours de route. Alors c'est, comme dit Gilles Moreau, un chiffre noir, on ne sait pas très bien. La région des Pays de Loire dit ils sont 10% à interrompre leur contrat. Gilles Moreau, les travaux qu'il a effectués montrent que c'est entre 25 et 30% qui abandonnent leur apprentissage en cours de formation. Bref, les conditions faites aux apprentis sont loin d'être toujours exceptionnelles. Il y a des problèmes évidemment liés aux heures supplémentaires non payées, aux conditions de travail difficiles, aux relations parfois conflictuelles avec le maître d'apprentissage. Je m'approche de la fin de cet exposé, mais pour dire que derrière ce débat sur le retour de l'apprentissage, on retrouve en fait un débat qui est présent dès la fin du XIXe siècle et qui va courir tout au long du XXe. Un débat sur deux conceptions de la formation professionnelle, qui opposent d'une part ce qu'on appelle les scolaristes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la formation doit nécessairement passer par l'école, et que la formation professionnelle ne doit pas se réduire à l'employabilité.
On ne doit pas faire des formations uniquement pour correspondre à des postes stricts. Ça doit être plus large. Les scolaristes d'un côté, et de l'autre côté, c'est un mot un peu barbare, tant pis, les adéquationnistes. Ceux qui considèrent que la formation doit être en adéquation avec les postes à pourvoir sur le marché du travail. Et ceux-là, évidemment, considèrent que l'école n'est jamais suffisamment en phase avec ce marché du travail, et même toujours en décalage, ne parvient pas suffisamment vite à se renouveler, etc. Une enquête des années 80 montre d'ailleurs que on a là, derrière ce conflit, cette rivalité entre deux conceptions de la formation, scolariste, adéquationniste, on a là une des limites du modèle de l'alternance qui est tant vanté. Quand on vante le modèle de l'alternance, on considère que il faut faire plus de place au travail en entreprise, bien entendu, mais il faut aussi le compléter par des cours à l'école. Et donc, de ce point de vue, ces deux choses seraient complémentaires. En réalité, pour les apprentis, pour leurs maîtres d'apprentissage, les cours qui leur sont donnés à l'école sont toujours en décalage par rapport aux véritables valeurs du métier qu'ils apprennent sur le tas. Inversement, les enseignants qui travaillent en CFA trouvent toujours que les maîtres d'apprentissage ne créent jamais correctement les conditions pour que les apprentis se préparent bien au diplôme auquel ils doivent se préparer dans le cadre du CFA. Bref, cette logique de l'alternance est elle-même loin d'être absente de nuages. Dernier élément avant de conclure, ou peut-être même sans conclure. Dernier élément, ce renouveau de l'apprentissage, c'est là encore un des points importants des campagnes de communication qui sont faites autour de celui-ci. Ce renouveau de l'apprentissage, c'est accompagné d'une élévation du niveau des diplômes préparés par apprentissage. Je mentionnais la loi Seguin tout à l'heure. Mais là encore, les disparités sont étonnantes. En fait, quand on dit qu'aujourd'hui, on peut se former par apprentissage du CAP au diplôme d'ingénieur, en réalité, le gros des effectifs inscrits en apprentissage, c'est pour des niveaux inférieurs au bac. 75 à 80% des apprentis ont un niveau inférieur au bac et n'acceptent pas, statistiquement de manière tout à fait marginale, n'accèdent pas à des formations par apprentissage au-delà du bac. Inversement, ceux qui sont inscrits en apprentissage au-delà du bac n'ont jamais été en apprentissage auparavant. Donc, là encore, je reprends une expression de Gilles Moreau, il y a une espèce de plafond de verre, quoi, entre ces deux catégories d'apprentis. Ceux qui n'iront jamais au-delà du bac et ceux qui commencent l'apprentissage après, précisément, avoir obtenu le bac. Un mot de conclusion, peut-être, je ne voudrais pas abuser de votre temps, qui est précieux. 2 idées, peut-être, rapidement. Il me semble, je ne sais pas, vous allez me le dire, vous allez me dire ce que vous pensez de cette proposition, mais il me semble qu'un des intérêts de cette enquête et de ces résultats, c'est précisément de mettre en évidence cette espèce de paradoxe, quoi, qui est que, d'un côté, on ne cesse de vanter les vertus de l'apprentissage, une espèce de préalable nécessaire pour accéder au marché du travail, et de l'autre côté, dans le même temps, on dit, c'est un livre qu'on a publié il n'y a pas très longtemps, qu'on est entré dans la société des diplômes. Si on n'a pas de diplôme, on n'a pas d'emploi. Donc, d'un côté, il faut passer plus de temps en entreprise. De l'autre côté, il faut de plus en plus de diplômes. Ceux qui n'ont pas de diplôme n'auront pas de travail pour faire vite. Ou alors un travail mal rémunéré, peu qualifié, etc. L'histoire que je viens de vous raconter montre que on est loin de pouvoir faire correspondre de manière harmonieuse ces deux conceptions, de l'école d'une part et de la formation en apprentissage d'autre part. Alors, peut-être, certains d'entre vous se disent, mais finalement, ça pourrait être bien plus simple que ça, on pourrait donner des diplômes plus facilement qui s'appuient sur l'expérience. Mélanger, quoi. C'est en partie ce que le législateur essaie de faire, je pense en particulier à tous les dispositifs de VAE, valorisation des acquis de l'expérience, enfin, etc. Mais on voit bien que concrètement, les résistances sont fortes, aussi bien du côté de l'institution scolaire que du côté des entreprises.
pour en revenir à mes artisans, peut-être dire aussi que l'intérêt de cette enquête, à mes yeux, a été de montrer comment cette catégorie de la population résistait à la diffusion de la culture scolaire. Elle fait partie, mais il y en a d'autres que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs. J'ai oublié de dire, je le mentionne maintenant, tant pis, que dans les années 70, là où ils étaient si moribonds, les artisans ont eu en plus à se battre contre les représentants du monde agricole. Je veux parler des maisons familiales rurales. Les fameuses maisons familiales rurales ont procédé un peu de la même manière, c'est-à-dire ont proposé des cours professionnels dans des secteurs proches, bâtiments, enfin, etc., qui ont été considérés par les artisans comme des concurrents directs. Le monde agricole, comme le monde artisanal, résiste à la diffusion de la culture scolaire, qui est considérée comme ne permettant pas de satisfaire aux exigences d'univers de travail qui se construisent à partir d'autres éléments. Une dernière idée, après je m'arrête. Une dernière idée que je n'ai pas du tout développée ici, mais qui fait l'objet d'un certain nombre de publications. Je ne sais pas encore très bien quoi en faire dans mon travail. C'est que quand on regarde les choses avec un peu de recul, comme j'ai essayé de le faire dans ce travail, on s'aperçoit donc que la figure de l'artisan, elle a bougé. Pendant tout un temps, l'artisan est présenté comme quelqu'un qui est hostile à la modernité, un type un peu vieillot, opposé à l'électricité, à l'eau courante, ou que sais-je, enfin bref. Progressivement, cette image est en train de s'inverser, au point que l'artisan deviendrait, parmi d'autres, une des figures qui symboliserait, le mot est sans doute un peu trop fort, cette espèce de lutte contre les ravages de la mondialisation. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de textes en ce moment qui paraissent. Richard Crawford, L'éloge du carburateur, Richard Sennett, Ce que la main veut dire, etc. Bref, il y a des gens qui écrivent des textes pour dire mais il faut retrouver ces valeurs du travail bien fait, du temps passé, etc., sur l'ouvrage. Bref, il y a une espèce de nouveau rapport au travail qui est en train de se définir et qui est en train, je pense, de renouveler le regard aussi bien sur l'artisanat que sur l'apprentissage. Et encore une fois, dire cela, j'espère que je me suis bien fait comprendre, n'est pas faire une déclaration en faveur de cet apprentissage artisanal. Voilà. Merci de votre attention.